Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout bienvenue ici sur le plateau de Démocratie, le réenchantement numérique. Vous verrez, il y a un grand point d'interrogation justement à la fin de cette proposition et on va en parler dans quelques minutes ici évidemment à l'université Paris Diderot. On a 45 minutes ensemble pour s'interroger sur l'avenir des civic tech, pour envisager les évolutions à suivre pour propulser notre démocratie à l'ère du numérique et surtout décrypter les usages, les outils de cette citoyenneté de demain. Pour en parler, ils nous ont rejoints ici en plateau Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique et à l'innovation, Julie de Pimedan, cofondatrice de Fluicity, Clément Maby, maître de conférence à l'Université de technologie de Compiègne. Vous êtes également l'auteur du livre blanc pour le think tank Renaissance numérique, Démocratie mise à jour. Henri Isaac, justement, tiens, le président du think tank Renaissance numérique est avec nous. Et puis Gilles Filkenstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Et puis, vous le savez, cette émission, c'est avant tout la vôtre. Vous pouvez rejoindre la conversation tout au long du débat, tout au long de ces 45 minutes. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag démocratie, un nom prédestiné. Alors, si vous le permettez, on va démarrer avec un chiffre qui, moi, m'a quand même beaucoup étonné. Pour 57% des Français aujourd'hui, la démocratie fonctionne mal. C'est un sondage qui vient de paraître au tout début du mois de novembre dans le journal Le Monde. Et 77% d'entre eux choisiraient un gouvernement participatif comme alternative à un gouvernement représentatif. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que la démocratie représentative est morte? Vive la démocratie, Axelle Lemaire? Alors moi, je ne suis pas étonnée par le premier chiffre, c'est-à-dire que le malaise démocratique, le fait que nos concitoyens ont un niveau de défiance plus élevé que jamais dans les institutions dites représentatives, le système politique et celles et ceux qui font partie de la classe politique, ça ne m'étonne pas. Je lis ça directement au fait que, par exemple, aux élections régionales, 76% des jeunes des moins de 25 ans ne sont pas allés voter. Donc cette défiance, elle se traduit directement par une forte abstention. Le second chiffre m'étonne plus. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a comme définition derrière démocratie représentative et démocratie participative. Est-ce que participative, ça veut dire direct? Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que on ne décide par des textes uniquement si il y a eu un processus référendaire? Et donc, se dire que toutes les décisions politiques doivent être prises par référendum, ça me paraît compliqué en pratique et je ne suis pas certaine que ça soit souhaitable. Gilles, justement, il y a un vrai paradoxe entre cette défiance de la démocratie et cette soif de démocratie. Comment est-ce qu'on applique ça aujourd'hui? Moi, je crois de manière simple, c'est exactement la définition que donnait Gramsci d'une crise. C'est-à-dire que le vieux est mort, ou en tout cas est contesté, est fatigué, c'est-à-dire la forme traditionnelle de la démocratie, l'image que les citoyens ont de la politique, ce niveau de défiance qu'évoquait Axelle Lemaire, le temps de la démocratie qui paraît pour beaucoup de citoyens un temps beaucoup trop lent. Donc d'un côté, ça, c'est contesté, c'est fatigué, et puis d'un autre côté, il y a le neuf qui naît, qui essaye de naître de nouvelles pratiques, notamment au niveau local, des citoyens qui sont plus éduqués, plus connectés, de nouveaux outils. Et donc il y a ces deux mouvements en même temps. Mais la citation complète de Gramsci, c'est « le vieux est mort, le neuf n'arrive pas à naître et dans ce clair-obscur peuvent naître les monstres ». Et il y a ça aussi, c'est-à-dire l'idée même de la démocratie est aujourd'hui beaucoup plus contestée qu'elle ne l'était. Vous avez plus d'un tiers des Français qui disent un autre système que la démocratie pourrait s'y substituer. Et donc, il y a ça. Et puis, dernier point, il y a aussi des éléments d'optimisme parce qu'il y a un attachement qui est très fort, parce qu'il y a une inquiétude vis-à-vis de la démocratie qui est susceptible, là aussi, de mobiliser. Et je crois que l'enjeu par rapport à votre question de départ, c'est pas de substituer la démocratie participative à la démocratie représentative, c'est de les connecter. C'est d'équilibrer l'une avec l'autre et d'inventer, c'est ça qui est exaltant, un nouvel âge de la démocratie. Et justement, on va essayer d'interroger ce nouvel âge de la démocratie. D'abord, Clément, on va revenir sur ce clair-obscur, justement, cet entre-deux. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage justement des propositions différentes à un moment donné où, encore une fois, ce modèle démocratique, le moins mauvais des régimes selon certains, est remis en cause? Alors en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, le modèle représentatif a réussi le tour de force d'incarner à lui tout seul l'idéal démocratique. Pendant longtemps, on a fini par intégrer le fait que la démocratie,
se limitaient à un idéal représentatif. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que progressivement, les formes participatives, ce que j'appelle un peu les bouillonnements citoyens, qui sont dans la société, en ce moment, donnent de la voix, gagnent en visibilité. Et la montée en puissance du numérique n'est pas pour rien dans cette nouvelle visibilité. C'est-à-dire que ça rend possible cette expression en dehors des institutions, et en même temps, ça rend compte de la volonté des citoyens de s'exprimer en dehors des institutions. Donc je crois que c'est ce double mouvement qui vient challenger le fonctionnement représentatif et en même temps qui offre des opportunités aux citoyens pour se réapproprier le fonctionnement de la démocratie. Alors on va là aussi se poser des questions sur ces ébullitions justement démocratiques avec vous Henri et puis surtout Julie. Pour vous aujourd'hui, la démocratie, elle est dans quel état, Henri d'abord ? Effectivement, je pense qu'elle a un moment intéressant dans le sens où elle s'est construite sur des représentations collectives et des institutions qui sont censées représenter les citoyens et que ce que le numérique, en connectant les citoyens, les met en capacité. Et c'est la première fois que la société civile en fait, a des outils nouveaux pour s'organiser et organiser la démocratie peut-être autrement. Et donc on est à un moment assez intéressant où on a un passage du collectif à du collaboratif. Ce collaboratif, il prend différentes formes. Ça peut être dans le débat. On peut construire le débat démocratique autrement. Ça, je pense que c'est une première piste. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on a des débats et des questionnements, notamment sur les discours haineux qui se déversent un peu partout sur l'Internet. On a aussi la question de comment on construit la loi, et c'est ce que Axel Lemaire a essayé de faire dans une première tentative assez intéressante pour co-construire les règles de vie ensemble. Et puis, je crois qu'il y a une dernière partie sur laquelle des mouvements ont déjà débuté, c'est sur l'évaluation des politiques publiques, notamment par l'ouverture de données, et mettre en capacité les citoyens aussi d'analyser et de proposer à partir de données. Et donc, je pense qu'il y a trois étages dans la participation. Il y a participer au débat. Aujourd'hui, c'est donner à tout le monde, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut l'organiser, il faut trouver des règles, il faut trouver une éthique du débat. Ensuite, il y a participer à la construction des règles, et ça, je pense que c'est vraiment où les deux modalités représentatives et participatives doivent être combinées. Et puis, la question de l'évaluation des politiques publiques, là, il y a beaucoup de choses à faire encore, je crois, pour que les citoyens aient la capacité de le faire. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui en direct dans une semaine qui est un peu particulière, qui célèbre justement les Civic Tech, notamment en France et à Paris, puisque Paris est l'hôte, si j'ose dire, de l'OGP 2016, l'Open Government Partnership. Axel, très rapidement, peut-être une idée de ce que représente aujourd'hui ce grand mouvement des États qui ouvrent justement leurs données, alors peut-être avec certaines limites, mais qui en tout cas essaient de participer à cette nouvelle construction des administrations. Alors, au sein du partenariat pour un gouvernement ouvert, il y a aujourd'hui plus de 70 États représentés, mais il y a aussi, je dirais même surtout, la société civile. Et donc, toutes les organisations qui s'appuient sur des collectifs citoyens pour leur donner des pouvoirs d'agir et donc influencer sur le cours des choses et des décisions qui sont prises par les gouvernements sont réunis aussi au sein de cette organisation. Donc la France a la présidence du PGO cette année et se tient en ce moment le sommet mondial du PGO. Les Civic Tech, donc ces projets, souvent des entreprises ou des associations qui utilisent les outils numériques au service d'un renouvellement du dialogue démocratique, sont un phénomène en émergence. On sent bien qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Hein. Et donc ce sommet, il a notamment pour objectif de mettre en lien les meilleures expériences, les pratiques les plus intéressantes, que ce soit au niveau local, au niveau des villes, Madrid par exemple, au niveau des pays, avec la coécriture de la constitution islandaise, etc. Et de découvrir à quel point les outils peuvent permettre de mettre en lien les citoyens avec tous les niveaux de gouvernance. Et puis il y a le volet ouverture des données publiques, qui a un agenda plus ancien, puisqu'en fait c'est la France qui a demandé d'inscrire les Civic Tech et la Démocratech à l'agenda du PGO. Ce PGO, c'est Barack Obama qui l'avait créé en 2011. Il a fait une vidéo, c'était un peu douloureux de le voir dire bonne chance aux suivants qui vont défendre l'ouverture démocratique dans le monde. Oui, mais c'est ça aussi la démocratie finalement. Et cet agenda d'ouverture des données publiques,
on voit bien que c'est là aussi un moyen de garantir la transparence de l'action publique et donc d'essayer d'élever le niveau de confiance de la part de nos concitoyens dans les institutions qui sont aujourd'hui très décriées. Oui, parce que c'est vrai que cette notion de confiance est la notion fondamentale finalement qui a toujours émaillé les évolutions démocratiques et qui va aussi essayer d'être reconstruite par ces civic tech. J'ai envie qu'on pose la question quand même à quelqu'un qui a les mains dans le cambouis des civic tech. C'est vous, Julie. Fluicity, d'abord, c'est une civic tech qui va s'intéresser à un temps un peu particulier du processus démocratique puisque c'est celui de la prise de décision, et vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, la prise de décision justement au sein d'une municipalité, en tout cas sur l'échelon du local, et essayer de comprendre encore une fois comment ces décisions sont prises. Oui, exactement. En fait, cette start-up a été fondée en partant du même constat, comme quoi on avait à la fois très envie de participer plus souvent à la prise de décision et à la fois cette espèce d'abstention qui s'élevait de plus en plus, notamment chez les jeunes. Donc on a essayé de comprendre ces raisons et on a fait tout un sondage auprès de 500 citoyens, de savoir quelle était la principale cause. Et ce qui est revenu à plus de 65%, c'était cette profonde conviction de ne pas avoir d'impact. Quelle que soit la parole prise ou l'opinion donnée, mon opinion n'aura aucun impact. Et donc ce qu'on a essayé de faire avec Fluicity, c'est de restituer cet impact le plus directement possible. Et on a pensé que l'échelle locale était probablement la plus pertinente, parce que finalement le maire est une personne à portée de main. Les décisions sont prises de manière beaucoup plus pragmatique qu'à l'échelon national ou européen. Et du coup, on est sur des choses assez concrètes de la vie de tous les jours qui peuvent améliorer le vivre ensemble et qui peuvent recréer ce lien de confiance assez directement. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, être citoyen aujourd'hui, ce n'est pas une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 6 ans, mais ça peut se faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au travers d'outils numériques beaucoup plus accessibles qu'on aurait pu l'avoir il y a 10 ou 20 ans. Et on va revenir justement à cette question de l'échelon local, mais d'abord on va relever à l'échelon national, puisqu'on a une question qui nous arrive justement sur Twitter et qui demande un retour d'expérience justement sur la co-construction de cette loi pour une République numérique que vous avez portée, Axel Lemaire, et qui justement a engagé là aussi les avis des citoyens pour co-construire une partie de cette loi. Mon bilan, il est double et très schématiquement, je l'estime positif parce que ça a vraiment eu un impact. Ça a vraiment influencé le texte même de la loi. Il a été modifié plus de 90 fois. Il y a 5 nouveaux articles qui ont été embarqués dans le projet de loi avant même qu'il ne soit envoyé au Conseil d'État et donc avant qu'il n'arrive au Parlement. Et comme ça peut être un chiffre qui ne parle pas, mais quand on connaît les difficultés que ça a représenté d'arriver à insérer ces modifications dans le texte, je crois que c'est une avancée réelle. Et puis la deuxième partie de mon bilan, c'est justement celle-là, c'est que ça a quand même été bien galère. Et qu'aujourd'hui, rien dans les institutions de la Ve République n'est fait pour permettre et faciliter ce genre de procédure à aucun moment de la construction de la loi. Et ce qui veut dire que de toute façon, si on veut les généraliser et les systématiser, il faudra faire évoluer le cadre institutionnel. Julie qui acquiesce largement. C'est vrai que nous, on a de la chance sur nos premiers partenaires, nos villes partenaires, on est sur 6 villes, de travailler avec cette nouvelle génération d'élus, un peu inspirée par Axel Lemaire, qui comprennent qu'en fait leur légitimité ne vient pas forcément du fait d'avoir été élu d'un mandat, mais surtout d'arriver à instaurer un lien continu avec des citoyens dans une forme de transparence et d'ouverture qui est importante aujourd'hui puisqu'on le retrouve dans la plupart de la sphère privée en fait. Du coup, je suis d'accord, je pense qu'on a eu de la chance, on n'est vraiment qu'au début, mais il faut ouvrir les vannes et permettre à un grand nombre de collectivités et d'instances gouvernementales de suivre un petit peu cette logique-là et parfois de les pousser avec des cadres de loi, je pense, et des nouvelles initiatives. Gilles, Clément, on parlait tout à l'heure de ce timing aussi qui est très différent et qui, du coup, nous fait comprendre qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui en la démocratie de la part des citoyens. Le timing de l'élu n'est pas forcément celui, encore une fois, du citoyen lui-même. Mais comment est-ce que justement on redonne ce lien de confiance ? Il y a la notion d'impact, il y a la notion de faire sens aussi, de peser sur les décisions. Comment est-ce que justement aujourd'hui on appréhende toutes ces questions-là ?
D'abord, le point de départ, ce que dit Julie, est très important, c'est sortir de l'idée que la démocratie, c'est seulement l'élection et que c'est la délégation pour une durée de 5 ans de tout pouvoir. Et donc, réimpliquer les citoyens beaucoup plus à chaque étape des décisions. Ça, c'est un changement culturel, un changement de mentalité, et c'est le point de départ de tout. Après, peut-être le deuxième élément, c'est de réfléchir au temps démocratique aussi. On prend aujourd'hui un temps très long dans l'élaboration de la loi au moment où elle va au Parlement, parfois incompréhensible pour les citoyens, et en revanche on prend trop peu de temps avant, dans la période d'élaboration de la loi. Or c'est ce moment-là privilégié pendant lequel on peut associer les citoyens, c'est ce qu'a fait Axel Lemaire, et ça je crois que ça doit être repensé, d'avoir plus de temps avant et peut-être un temps un peu plus rapide après. Clément, c'est vrai qu'on a coutume de dire dans l'économie numérique, et je pense que qu'Axel ne me démentira pas, que le temps de la régulation et le temps de l'innovation ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que c'est finalement la même chose quand on parle d'élaboration de la loi ? Oui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a avant tout une aspiration en fait, à la confrontation des légitimités. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la légitimité de l'élu, qui est encore tout à fait valide sur un certain nombre de sujets. Simplement, il y a une aspiration de la société à ce que l'élu se justifie pendant son mandat et tienne compte des échanges qu'il peut avoir avec la population. Donc il y a une logique qui est beaucoup plus de démocratie en continu. Et ça change nécessairement les temporalités, où avant l'élu avait finalement un peu de marge de manœuvre pour prévoir des projets, les développer, les porter et venir défendre ensuite son bilan. Maintenant, la temporalité de l'action publique évolue et on demande, pendant la phase de construction et même en amont, comme vous signaliez, une capacité à discuter et à se justifier. Et en fait, c'est cette capacité à se justifier qui crée la légitimité de l'action. Cette démocratie 24-24, 7 sur 7, si je vous entends bien, c'est un vrai problème, Axel Lemaire, quand on est élu, justement, parce qu'il y a cette envie de feedback de la part des citoyens qui vous ont à un moment donné porté au pouvoir, quel que soit le type de mandat et quel que soit l'échelon représentatif. Mais est-ce qu'on arrive toujours à le faire ? Alors non, ce n'est pas un problème, et moi je pense que ce sont des aspirations très légitimes et qu'on a la responsabilité d'entendre. Il y a le sujet de la redevabilité, les anglo-saxons disent accountability, démocratique. Il y a le sujet de la volonté d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Il y a aussi un enjeu pour les pouvoirs publics qui est, dans une société plus informée, plus connectée, plus éduquée que jamais, finalement on recueille aujourd'hui le fruit d'investissements, notamment dans l'éducation pour tous, qui ont été faits depuis 50 ans, eh bien, on peut plus que jamais se reposer sur l'intelligence collective. Et les seuls experts, agents publics en interne ne suffisent plus pour apporter des réponses à la complexité des problèmes du monde contemporain. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'expérience de la loi pour une république numérique, c'est à quel point finalement on est entré en contact avec des gens qui avaient un véritable savoir et des points de vue très légitimes à défendre qui nous ont permis d'enrichir véritablement le texte. Gilles ? Je crois que c'est un élément très important parce que l'association des citoyens, ce n'est pas simplement un objet de qualité de la démocratie, c'est aussi un objet pour la qualité des politiques publiques. L'idée que l'intervention des citoyens qui, sur un certain nombre de sujets, ont leur propre expertise, est un moyen de modifier et de rendre plus efficaces les politiques publiques elles-mêmes. Donc il y a ce double enjeu de démocratie, mais aussi de qualité des politiques. On va partir peut-être justement pour appuyer cette réflexion-là du côté de l'Islande. L'Islande qui est quand même un pays qui a fait foi en la matière. En 2009, le gouvernement socialiste islandais a proposé à une partie des citoyens élus, 5%, là aussi si mes souvenirs sont bons, de co-construire, de co-rédiger une nouvelle constitution. Jusque-là, tout se passait bien. Ces 5% de citoyens ont proposé cette nouvelle constitution par référendum. Elle a été adoptée, mais patatras, une fois revenue dans le processus justement politique, traditionnel et législatif, eh bien, finalement, cette constitution n'a jamais vu le jour pour l'instant. Elle n'est pas appliquée puisqu'il y a un refus de la classe politique de la faire adopter par le Parlement islandais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire finalement ? Pour moi, c'est la démonstration de l'intérêt qu'il y a à intégrer ces processus dans le fonctionnement plus global des institutions. Parce que si c'est juste
expérimentation qui est menée sans promesse de suite. Je crois que ça a plutôt l'effet inverse qui est de décourager totalement les citoyens. Quelque chose qui est très important quand on met en œuvre ce genre d'expérimentation, ce sont les suites qu'on y donne. Dans la loi pour une République numérique, on a répondu à plus de 100 sujets qui avaient été les sujets les plus votés par les concitoyens. Et puis, donc, il fallait expliquer, justifier les choix du gouvernement. Et moi, je suis persuadée, même si je n'ai pas d'objectivation scientifique pour le démontrer, que cette procédure qui a pris du temps a permis derrière d'avoir une procédure parlementaire plus courte et d'avoir un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est le seul texte du quinquennat qui aura été adopté dans ces conditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les médias, notamment autour du sujet du recours à l'article 49.3 de la Constitution, je pense qu'on pose mal la question à la lumière du potentiel du numérique. Et ça ne devrait plus être, pour l'avenir, 49.3 ou pas, mais comment l'éviter ? Comment éviter d'arriver à une situation politique tellement bloquée qu'on n'a pas d'autre choix que de recourir à cet outil. Concrètement, c'est viable, ce que tu es en train de décrire, Axel Lemaire? Moi, je suis assez d'accord sur le fond. Après, je mettrai quelques bémols sur le fait que ces expérimentations, si on veut qu'elles restent véritablement démocratiques, il faut qu'elles soient ouvertes à tous. Et c'est un petit peu ça qui aujourd'hui, je dis bien qu'on est au départ et qu'on est en voie de construction de ces nouveaux modes d'expression démocratique et de construction démocratique, mais il faut être assez vigilant sur le fait que tous les citoyens puissent embarquer, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, dans ces éléments-là, parce que sinon on va faire une démocratie à deux vitesses. Il y a ceux qui maîtriseront le débat numérique et qui seront embarqués, qui maîtriseront ces outils de dialogue, ces outils de co-construction, et puis ceux qui resteront à côté, en dehors. Et donc, si l'objectif c'est de rendre une démocratie beaucoup plus participative, il faut qu'elle soit inclusive. Et qui donc, on a un vrai effort, me semble-t-il, encore à faire. Hein. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine-là. Parce que si je regarde autour de moi, même dans ma famille, tous ces débats-là, leur sont passés complètement à côté. Et donc, c'est pas les moins éduqués, loin s'en faut. Et donc, on voit bien qu'il y a un travail d'acculturation, de formation. Et moi, j'ai coutume de dire, être citoyen, c'est un métier. Et il y a des compétences, et il faut les renforcer. Et il faut qu'on réfléchisse en termes de politique publique, comment on fait pour ne pas laisser trop de citoyens dans ce moment de numérisation. Il y a une fracture numérique qui existe toujours dans les usages. Il faut être très attentif à ça pour que la démocratie ne soit pas le fait d'une nouvelle classe politique, une élite du numérique. Geekisée. Voilà, geekisée. Et ça, je pense que on est en phase au tout début, on est en phase de construction. Il faut être très attentif à mes yeux à cette problématique-là parce que sinon on va refaire des choses à deux vitesses et ça, c'est pas souhaitable du tout. Hein. Me répond qui veut justement, il y a cette question de professionnalisation du politique, mais aussi de professionnalisation du la citoyen. société civile, quoi. Et de véritable pédagogie à faire justement pour pouvoir, encore une fois, s'approprier tous ces outils, ces nouveaux outils démocratiques. Comment on fait, Gilles? On a créé un groupe de travail avec Renaissance numérique, Fondation Jean Jaurès, Renaissance numérique sur la citoyenneté numérique qui va dans quelques semaines faire des propositions autour de cette idée de connecter davantage la démocratie participative et la démocratie représentative. Et je crois qu'il y a peut-être deux idées très simples. Je prolonge ce que vient de dire Henri, qui est de démocratiser le numérique, c'est-à-dire de veiller notamment à l'égalité. Il y a une question de fracture générationnelle, il y a une question de fracture territoriale, d'appropriation des usages, d'identité, de sûreté du débat sur le numérique. Et dans l'autre sens, il faut numériser la démocratie. Numériser la démocratie, il y a des dimensions très institutionnelles. Il faut que nos institutions s'approprient réellement le numérique. Axel Lemaire connaît ça mieux que moi, mais on va faire un certain nombre de propositions. Il y a besoin à la fois de moyens, de formation des agents, peut-être de structures qui vont repérer ce qui innove sur les territoires en matière de pratiques démocratiques. Vous allez être aussi un curateur de ces initiatives. Absolument. Et puis il y a la dimension citoyenne, c'est comment on fait à chaque étape de la loi. On a parlé avant l'élaboration de la loi, c'est la co-construction. Pendant le vote de la loi, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour que les citoyens puissent participer par voie d'amendement avec les parlementaires. Et puis, après le vote de la loi, le travail d'évaluation est quelque chose d'extrêmement important. Et pour que je comprenne bien, qu'on comprenne tous bien, ces propositions-là, elles seront soumises aux candidats
de 2017 ? Elles seront soumises au débat public dans le début de l'année qui vient. Donc on pourra aussi l'éco-construire, nous ? Ou pas du tout ? On l'a déjà fait parce que Clément a travaillé sur un rapport qu'on a produit avec d'autres think tanks et on a déjà fait des ateliers citoyens où on a pas mal débattu avec des citoyens sur des propositions qui sont dans le rapport que Clément a produit pour Renaissance numérique. Axel Lemaire vous répond tout de suite. 2 remarques en lien avec ce que Gilles Finkelstein vient de dire. Cette semaine a été lancé un incubateur d'innovation démocratique. C'est le premier en France et la France était une des dernières grandes démocraties du monde à ne pas avoir une organisation, un collectif réunissant des projets qui expérimentent par des outils sur ce sujet de renouvellement démocratique. Et donc, c'est un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui fédère les startups de la civic tech, les chercheurs, les think tanks et toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir sur ces questions et qui permettra de financer des projets en lien avec le sujet. Puis la deuxième remarque, c'est il ne faut pas uniquement se focaliser sur la construction de la loi, parce que les politiques publiques, elles se font aussi beaucoup au niveau local, et j'y crois énormément, et elles se font aussi dans toute forme de construction. J'ai aussi mise en consultation publique, par exemple, l'écriture d'un décret d'application de ma loi. Ça devient très technique. C'était pour définir ce qu'est la mission de service public de la donnée. Mais encore une fois, ça a été très enrichi par les internautes. J'ai ouvert à la co-construction l'écriture d'une NAF. Est-ce que vous savez ce qu'est une NAF ? Petit point de définition, une NAF. Je ne le savais pas non plus. C'est une note des autorités françaises qui est un document extraordinairement important parce que ça définit la position officielle du gouvernement français dans les négociations qui se tiennent à Bruxelles auprès de la Commission européenne et avec tous les autres États membres. Eh bien, c'était une NAF sur quels sont les besoins des startups en Europe. On a ouvert la rédaction de ce texte à l'écosystème des innovateurs en France. Il y a eu 4 fois plus de propositions à la fin que ce qu'on avait initialement envisagé. Donc voilà, cette insertion de l'innovation démocratique, il faut la faire dans toutes les manières de définir les politiques publiques. Clément, Julie, ensuite on se posera une question. Est-ce que finalement on n'est pas en train d'être à l'orée d'une bulle des civic tech ? Mais d'abord une réaction avec Clément. Mais moi je voulais revenir sur cette question de l'inclusion, parce que c'est une question qui est quand même au cœur déjà de l'idéal démocratique, c'est-à-dire favoriser l'expression d'un maximum de personnes pour s'assurer qu'ils confèrent leur légitimité à la décision qui est prise. Et en fait, je pense que déjà il faut bien pas oublier qu'il y a 2 aspects à cette légitimité. Il y a d'abord la légitimité parce qu'on inclut des gens directement, on leur permet de s'exprimer, et il y a aussi une légitimité par l'argument. C'est-à-dire que si on s'assure que l'ensemble des arguments sont représentés et dans la discussion, la légitimité peut être là. Donc on voit bien qu'en fait on a des débats assez techniques qu'on va pouvoir équiper, où l'objectif va peut-être être moins d'avoir un grand public qu'un ensemble de communautés représentant la diversité des arguments. Et là-dessus, le numérique épouse finalement cette forme politique de fonctionnement par communauté, favorise l'implication et la mobilisation de communautés qui, en dehors de la consultation officielle, échangent, confrontent leurs arguments et viennent produire des points de vue qui versent au débat public. Donc finalement, c'est pour ça aussi que ces projets de loi rencontrent un certain succès sur la toile. C'est aussi lié au fait que finalement ça épouse leur mode de production d'intelligence collective. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'épuise pas les potentialités d'action du numérique. Donc, à d'autres échelles, sous d'autres formes, on peut encore inventer d'autres types d'implications des citoyens pour d'autres types de décisions, soit pour ouvrir des horizons, soit pour prendre des petites décisions locales. Enfin, la boîte à outils reste vaste et je pense que l'important, c'est pas de faire avancer un sujet et de bloquer les autres. Il faut vraiment être dans une logique de boîte à outils, de pouvoir utiliser ce que permet le numérique aux différentes échelles. Gilles, vous faites partie de cette boîte à outils, encore une fois. Donc, quand vous allez justement voir des municipalités qui ont envie justement de s'ouvrir et de proposer une délibération participative, certaines de leurs prises de décision qui sont concrètes, qui impactent sur la vie des gens au quotidien. Est-ce qu'elles sont très au fait d'abord de toutes ces terminologies geeks et techniques ? Est-ce que vous avez beaucoup de pédagogie à faire d'abord pour les convaincre ? Comment ça se passe concrètement ?
Ils ne sont pas du tout au fait. C'est pas forcément dans leur culture et c'est pas du tout en haut de leur agenda. Donc c'est vraiment essayer d'abord d'atteindre un échantillon représentatif ou en tout cas en nombre de téléchargements ou d'utilisateurs assez important pour que finalement l'ensemble des interactions et les résultats sur ces interactions puissent être pris au sérieux. Donc ça c'est un travail de notre part mais également de formation auprès des élus. Et ensuite, j'ai juste envie de rebondir sur le sujet de l'inclusion, parce que je trouve ça, on parle toujours de fracture numérique. Et en fait, j'ai l'impression que la civic tech, en tout cas au niveau local, peut répondre à ce problème de fracture numérique dans un certain sens, parce qu'on se rend compte que, surtout à l'échelle des municipalités, c'est souvent les retraités, donc les plus de 65 ans, qui sont surreprésentés et qui vont être écoutés davantage que le reste de la population parce qu'ils sont là, ils s'expriment, ils vont au conseil de quartier, ils ont le temps pour la vie démocratique, alors que finalement les plus grands usagers du territoire qui sont dans la mobilité, qui ont des enfants, qui mettent dans des crèches, qui n'ont juste pas le temps d'aller répondre à des questionnaires papier ou d'aller le vendredi soir au conseil de quartier, sont un petit peu exclus de ces débats-là. Donc finalement, je pense que la civic tech peut répondre à ce problème de fracture numérique. Après, clairement, ce n'est pas idéal encore et il faut faire beaucoup d'efforts pour aller toucher toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges. Mais j'aime bien quand on parle d'expérimentation démocratique et je pense que c'est vraiment ça que toutes ces initiatives essayent de porter. Gilles. Je voulais prolonger ça. La Fondation a lancé il y a 3 ans un observatoire de l'innovation locale, dont l'objet était d'essayer de repérer des politiques publiques, et notamment en matière démocratique, qui étaient innovantes. Je crois qu'il y a quand même un effet de génération. Et il y a des élus qui sont un peu plus jeunes et qui sont, je crois, quand même plus naturellement ouverts à ces questions-là. Deuxième élément, il y a des pratiques nouvelles. Je pense par exemple au budget participatif qui existe à Paris, mais qui existe dans beaucoup d'autres endroits, ou qui existe de plus en plus, ce qui est intéressant parce qu'on voit cette interconnexion entre le participatif et le représentatif. Et puis, dernier point, cette idée de l'expérimentation, de laisser davantage d'espace à l'expérimentation dans un pays dont ce n'est pas la culture. Et là aussi, il y a une dimension culturelle, il faut changer ça et il faut ouvrir les possibilités d'expérimentation et notamment d'expérimentation locale. On demande aux Jacobins, encore une fois, d'ouvrir un peu à la fois leur esprit et les processus. Ça va au-delà de la question de la décentralisation. On est dans l'après-décentralisation. C'est-à-dire que pour le moment, on a toujours réorganisé ou désorganisé les institutions et l'organisation des niveaux de gouvernance selon une échelle verticale. Est-ce qu'on fait un peu plus d'État, un peu plus de régions, un peu plus de départements, un peu moins de métropoles, etc. Donc ça, c'est une échelle de redistribution verticale. Ce qu'apporte le numérique, c'est l'horizontalité. Et donc maintenant, il faut s'interroger sur l'implication des citoyens à chaque niveau, qui désormais est quand même assez abouti et mature. Pour moi, l'enjeu, il est là. J'aimerais revenir sur l'inclusion. Et il n'y a pas d'inclusion sans médiation. Le mot médiation est fondamental. Quand on regarde les chiffres, il y a à peu près 15% des Français aujourd'hui qui n'ont pas d'équipement numérique. Et on s'est longtemps focalisé complètement sur ce chiffre. Mais on sait aussi que d'ici quelques années, à peu près, tout le monde sera équipé et ça ne sera plus un enjeu d'accès aux infrastructures, aux écrans, etc. En revanche, il y a près de 40% des Français qui disent qu'ils sont inquiets à l'idée de devoir conduire des démarches administratives en ligne face à des services publics dématérialisés. 40%, c'est presque un Français sur 2 qui a peur du numérique. Mais parce qu'ils ne savent pas faire ou parce qu'ils n'ont pas confiance ? Non, parce qu'ils se sentent désorientés et plutôt qu'ils aimeraient être accompagnés. En fait, 38% des Français estiment qu'ils aimeraient recevoir un accompagnement dans leur démarche administrative et ça dépasse largement des écarts générationnels ou éducatifs ou quoi que ce soit. Et je pense que les responsables publics doivent absolument répondre à cela. Moi, j'y travaille pour ma part au sein de mon ministère, mais on ne peut plus aujourd'hui parler d'innovation et de tout le potentiel des innovations sans parler d'inclusion. Et c'est peut-être plus vrai encore pour la démocratie. Henri, justement. Oui, non, mais je partage. Je pense que c'est sur les usages qu'il y a un vrai travail de médiation qui doit être fait. Mais il faut aller un petit peu plus loin parce que, par exemple, typiquement, quand on réfléchit à l'open data, moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à cette question d'inclusion, est-ce qu'on va embarquer suffisamment de citoyens pour que ça soit vraiment effectif et qu'il y ait une appropriation démocratique, typiquement, dans l'évaluation des politiques publiques ?
mettre des gens devant un portail open data, il y a plein de gens, ils sont devant, ils ne comprennent pas quoi faire avec ça. Et donc il y a une question, comment est-ce qu'on fait en sorte que le citoyen lambda ait une capacité, ou que la société civile et ses organisations, quelles qu'elles soient, associatives, think tank, ONG, peu importe, aient une capacité à jouer ce médiateur entre le citoyen et la donnée ouverte, parce que tout le monde ne va pas se mettre à coder, tout le monde ne va pas se mettre à traiter de la donnée pour évaluer les politiques publiques. Et donc là, il faut bien imaginer une nouvelle intermédiation démocratique, me semble-t-il, qui n'est pas forcément, effectivement, qui a été jouée par les syndicats, les partis politiques pendant longtemps. Là, il y a, je crois, une nouvelle démocratie à construire. Et sinon, que les startups jouent leur rôle là-dedans, moi, j'ai pas de problème. Mais si on veut qu'on ait un vrai jeu démocratique ouvert et que les citoyens puissent comprendre, porter un regard critique sur les politiques publiques, qui soient positifs ou négatifs, il faut qu'ils puissent s'emparer de ces choses-là. Et aujourd'hui, les portails open data, c'est quand même fait pour des spécialistes, des geeks et des startups. Hein. C'est pas fait pour le citoyen lambda. Hein. Donc là, il y a quand même un effort de médiation extrêmement important qui doit être collectivement construit à mes yeux. Clément, du coup, on met plus de démocratie dans le numérique et plus de numérique dans la démocratie. Est-ce que c'est si simple que ça? Non, finalement, comme tout chercheur, je veux dire non, c'est plus compliqué que ça. Mais pour rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de médiation qui est essentiel. Hein. De toute façon, en démocratie d'une manière générale. Et ce qu'on doit se rendre compte aussi, c'est que finalement, il faut diversifier l'offre aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment, que les portails open data vont être plus destinés à des gens qui vont avoir un usage quasi professionnel ou militant, en tout cas, des données qu'on va ouvrir ou libérer, selon les termes qu'on choisira. Et il y a des gens qui vont avoir une envie d'implication beaucoup plus faible. Moi, je crois beaucoup, par exemple, aux formes d'interpellation. Je crois beaucoup que le numérique favorise le développement d'une forme de démocratie d'interpellation où on permet aux gens de donner leur avis, de mettre des sujets à l'agenda, de peser. Le succès que rencontrent les pétitions en ligne est assez symptomatique. On peut citer Change.org par exemple, qui en plus cette semaine lance aussi une nouvelle campagne qui s'appelle Changer 2017 pour faire émerger en tout cas les sujets de préoccupation de ces pétitionnaires et qui vont aller interpeller les candidats. Mais oui, et en fait, il y a plusieurs phases dans ces civic tech. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que... Alors, on va employer un mot qui s'emploie à toutes les sauces, si j'ose dire, dans l'économie numérique. On va ubériser cette démocratie, mais la mesure de l'opinion, la façon dont elle se construit, le vote en lui-même, ces temps entre les suffrages, entre les scrutins, où on va pouvoir décortiquer le processus démocratique, c'est un ensemble de choses, en réalité, qu'on a envie de changer, de remettre au goût du jour. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par ubériser la démocratie? Je savais que ça allait vous plaire. C'est plus compliqué. Non, non, pourtant, c'est assez simple, pour le coup. En fait, ubériser, ce qu'on a gardé derrière cette idée-là, c'est deux choses. C'est faire appel aux outils numériques pour contourner les acteurs en place. Et considérer, du coup, le champ qui s'en dégage comme un champ concurrentiel. Et donc, c'est le phénomène qu'on voit apparaître, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui se disent que par des outils numériques, on va pouvoir contourner les acteurs représentatifs en place et du coup, il va falloir imposer son outil par rapport aux autres quelque part. Ce qui crée un discours marketing où tout le monde a l'idée d'avoir l'outil qui va permettre de transformer la démocratie, finalement mettant un peu de côté à la fois les défauts et les conflits que ça peut créer, d'une part, et les limites des outils. Et donc on a ce discours très fort, très marketé de réussite démocratique avant même finalement de se développer. C'est ça le mouvement d'ubérisation. C'est-à-dire on a cette logique où on voudrait déjà pouvoir dépasser l'institution, or on se rend compte que non, c'est plus compliqué que ça. Et c'est plutôt même l'inverse. Selon moi, l'ubérisation, ça serait la démocratie directe. C'est-à-dire que c'est la désintermédiation. Il n'y a plus de corps intermédiaires, il n'y a plus de système de démocratie représentative. Or, l'enjeu, à mon sens, pour le renouvellement de la démocratie telle qu'on la connaît en France, en Europe et dans le monde occidental, c'est de réinventer des formes nouvelles de médiation. Alors on parlait des syndicats qui doivent eux aussi se réinventer. C'est vrai en réalité pour toutes ces formes d'intermédiation qui avaient été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui utilisent insuffisamment le potentiel du numérique pour amplifier les mobilisations citoyennes. En parlant de médiation, justement, il y a un acteur dans cette équation dont on n'a pas encore parlé, c'est les médias.
Puisque justement, quand on essaie de réinventer cette démocratie, de s'en emparer, de la disséquer, de l'ubériser ou pas justement, il y a quand même une grande question qui se pose aujourd'hui, notamment après les scrutins qu'on a vécus ces derniers mois, sur justement le jeu que nous, médias, mais médias traditionnels ou médias en ligne, on peut justement jouer dans ce processus démocratique. Concrètement, il faut faire quoi? Comment est-ce qu'on utilise cette question médiatique? Comment est-ce qu'on la juge de vos côtés respectifs? Alors moi, je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire déjà que le numérique crée, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut s'exprimer. Bon, c'est un point important, ça ouvre la démocratie discursive d'Habermas, et du coup, d'abord, les élites découvrent que le peuple ne parle pas comme eux, déjà, c'est un premier point, hein, et les langages utilisés, les mots utilisés, le dialogue est plus compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de langage et que tout ça devient parfois très conflictuel. Et moi, avec Renaissance numérique, la réflexion qu'on mène, c'est de dire si on veut préserver à l'ère du numérique l'espace démocratique qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu aussi facilement échanger des idées, faire circuler les idées, et ça c'est quand même une avancée démocratique extraordinaire, ne serait-ce que pour la connaissance elle-même qui est accessible à un beaucoup plus grand nombre de citoyens. Donc pour préserver ces acquis, il s'agit de trouver des formes d'organisation du débat et une éthique du débat qui aujourd'hui nous semble faire absolument défaut. Et qui fait qu'on se focalise sur la partie très négative de tout cet ensemble de propos haineux qui se déversent et qui conduisent effectivement à des scrutins qui peuvent inquiéter, tout à fait. Et donc, je crois que, et c'est un sujet qu'on porte et sur lequel on va prendre la parole prochainement parce qu'il nous inquiète beaucoup, et on essaie de construire des outils et des réflexions par rapport à cette problématique, c'est de dire, on fait de l'instruction civique, c'est fondamental, et on fait de l'apprentissage du code ou du numérique à côté. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? Ça serait quand même une belle idée de dire que dans l'instruction civique, on apprend à débattre à l'ère du numérique. Ouais. Et ça, je crois qu'on pourrait revoir assez facilement les manuels d'instruction civique pour qu'on apprenne à débattre, même quand on n'est pas d'accord, avec autrui. Et ça, on pourrait l'apprendre à l'école. Et ça serait un bel apprentissage que l'école fournirait pour garantir la démocratie plutôt que des discours très généraux sur la République. Réponse très rapide d'Axel Lemaire. Oui, le plan numérique à l'école, il vise justement à essayer d'accompagner les élèves dans le décryptage de l'information à l'ère numérique. Mais attention à ne pas confondre deux sujets. Le sujet de la circulation des expressions de citoyens, d'internautes sur les réseaux sociaux, et le sujet de l'information. L'information, c'est un contenu médiatisé. Il y a de la médiation, c'est une analyse critique de l'actualité. Et on a tendance à faire, je trouve, cette confusion. Pour moi, le vrai enjeu, si on veut préserver la liberté d'expression dans une ère démocratique, eh bien, c'est de permettre aux médias qui sont libres, qui sont indépendants et qui reflètent le pluralisme des expressions, de survivre. Parce qu'aujourd'hui, la presse papier est directement menacée par les pure players, les médias en ligne, qui eux-mêmes ne trouvent pas leur modèle économique. Et donc, il y a une course frénétique, notamment pour les télévisions d'infos en continu, pour être toujours dans la dernière petite phrase, le dernier petit scoop, et avec une qualité de l'information très dégradée. Donc, ce qu'il faut, en réalité, c'est poser la question du financement, du modèle des médias indépendants à l'ère numérique. Absolument. Il nous reste 3 petites minutes pour boucler ce débat, mais je voudrais juste quand même qu'on se repose cette question. On demande plus de transparence aux élus, on demande plus de transparence dans le processus démocratique, on demande aussi plus de transparence aux médias. Il y a ce phénomène de fausses informations, de fake news qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières semaines, notamment du côté de Facebook, qui a été accusé de favoriser notamment l'élection de Donald Trump. Donc on ne peut pas être jugé parti, mais en tout cas, cette polémique a eu lieu. Mark Zuckerberg s'est expliqué en disant qu'il y aurait des évolutions de la plateforme, qu'on ferait très attention, qu'on remettrait le fact-checking, la vérification des faits à l'honneur. Concrètement, il faut exiger plus de transparence de la part des plateformes qui deviennent instruments d'information, outils d'information. Transparence des algorithmes. Transparence des algorithmes. Oui, alors bon, la question des bulles informationnelles, c'est un vaste débat. Quand on est abonné à Libération, au Monde ou à l'Humanité, on a aussi sa bulle informationnelle. Donc je pense que le vrai sujet, ce n'est pas la bulle informationnelle, c'est la façon dont un citoyen peut s'informer aujourd'hui. Effectivement, il y a une question de maintien du pluralisme qui est essentielle à mes yeux. La transparence des algorithmes, oui, c'est un sujet, mais je ne suis pas sûr qu'il résoudra à lui seul le problème qu'on évoque.
Réaction de Gilles très rapidement. Oui, non pas sur les réseaux, mais sur les chaînes d'information continue. Et pour rebondir sur ce que disait Axel Lemaire, parce que c'est un média qui est de plus en plus dans l'immédiat. Les chaînes d'information continue, leur temps, c'est souvent le direct. On monte un événement, donnez-moi un os, j'en ferai un diplodocus, et pendant une journée entière, Je ne vois pas de quoi vous parlez. ça tourne autour de ça. Mais il y a aussi, et c'est un autre aspect des chaînes d'information continue, dans le rapport au temps qu'on néglige souvent, c'est des débats, ce sont des discours dans leur continuité et un mode d'accès des citoyens au discours politique qui n'existait pas auparavant, où on avait 30 secondes, une petite phrase dans le journal télévisé. Donc il y a les deux, mais il faut que ces chaînes travaillent aussi sur un autre rapport au temps qui est celui de la longue durée et pas seulement de l'immédiateté. Et je vais être obligée de vous faire le même coup que sur les chaînes d'information. On est dans l'immédiateté, on a très très peu de temps pour vraiment terminer ce débat. Juste un mot de la fin. Et je sens la régie qui bouillonne, en me disant il faut rendre absolument l'antenne tout de suite. Un mot de la fin pour chacun d'entre vous. Un synonyme de Civic Tech aujourd'hui, c'est quoi? Gilles, votre synonyme de Civic Tech ou votre souhait? Eh bien, un outil pour ce nouvel âge de la démocratie. Clément. Un outil d'organisation de la démocratie. Axel. Espoir. Julie. Nouveauté. Et enfin Henri. Réinventer la démocratie grâce au collaboratif. Merci infiniment pour toutes ces réflexions qu'on a essayé de nourrir justement pendant ces un peu plus de 45 minutes autour de cette table ici à l'Université Paris Diderot. Merci à vous avant tout de nous avoir suivis. Merci d'avoir réagi sur Twitter. Merci évidemment à la Fondation Jean Jaurès et puis à Renaissance Numérique qui ont organisé ce débat de main de maître. Et puis, last but not least, l'Université Paris Diderot et ses équipes techniques pour sa réalisation. À très bientôt.